Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à tous et bienvenue au numéro 202 du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui est obligé de remonter dans la cage après le tremblement de terre sur la planète MMA ce week-end à l'UFC 293 à Sydney en Australie. Israël Adesanya a été détrôné par Sean Strickland et on est obligé de débriefer tout ça. Avec moi pour en parler, mon spécialiste pied-point, il est là très souvent, Monsieur Baba du podcast Au bord du ring et également prof de boxe anglaise et de pied-point à la salle Temple Noblard. Comment ça va, Baba? Ça va et toi, Alex? Ça va, tout va bien. Et puis on aura un invité surprise, on va vous le présenter juste après l'introduction. Qu'il est beau et fascinant ce sport. En décembre, quand Jared Cannonier a pris une décision partagée sur Sean Strickland, personne n'aurait misé un copec sur le redneck américain ancien néo-nazi avec de l'or autour de la taille quelques mois plus tard. Et pourtant, 10 mois après, Sean Strickland est le champion incontesté des moyens, les moins de 84 kilos de l'UFC. Une couronne glanée en battant Israël Adesanya contre tous les pronostics ce week-end à Sydney lors de l'UFC 293, dans un combat qui ne devait pas être le sien pour une des plus grosses surprises de l'histoire de l'organisation. Quelle place dans la mythologie des upsets? Comment Strickland a pris la ceinture à Adesanya? Quel premier challenge pour le nouveau champion? Le RMC Fighter Club débriefe le tremblement de terre du week-end sur la planète MMA, sans oublier de parler des débuts fracassants du français Kevin Jousset à l'UFC, qu'il va nous raconter depuis l'autre bout du monde. Et le voici, Kevin Jousset. Beaucoup de coups en sortie. Très bien ce coup en sortie. Elle a amené au sol peut-être. C'est ça, très bien. Prise de dos. Crochet qui passe, triangle de corps. Et j'ai l'impression qu'il est... Il est bien placé, il est très bien placé même. Ah, il est tapé. Oh là. Ouh, quel début pour Kevin Jousset. C'est parti, on y va. Donc il y a une ceinture en jeu, le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Catégorie middleweight, moins de 84 kg. Le champion Adesanya avec le short rouge. Il l'a secoué là avec ce crochet, il reste 23 secondes dans le premier round. Et il accélère tout de suite. Et là, faut qu'il calme le jeu, Adesanya. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Il a battu mentalement. C'est terminé. Incroyable. Strickland l'a fait. Et il le sait, Adesanya. Il le sait. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod où on réentendait les commentaires. On a commencé en ordre chronologique par la victoire de Kevin Jousset sur Kiefer Crosby par soumission au premier round pour ses débuts à l'UFC. Le membre du City Kickboxing qui habite en Nouvelle-Zélande, un peu la nouvelle découverte pour le MMA français. Et puis on a fini sur ce tremblement de terre, je le disais, avec la victoire de Sean Strickland sur Israël Adesanya. Avant de parler de ce main event, on va revenir sur les débuts de Kevin Jousset et puis on a une petite surprise pour vous. Kevin, il est avec nous depuis l'autre bout du monde. Salut Kevin Jousset, comment ça va? Salut les gars, salut, ça va bien, merci. Toujours à Sydney ou t'es revenu déjà en Nouvelle-Zélande? Non, je suis toujours à Sydney, je vais prendre une petite semaine de vacances en Australie et je rentre en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Bah oui, il faut en profiter quand même après une belle victoire. Je le rappelais, donc soumission au premier round, étranglement arrière sur Kiefer Crosby. Un combat bien maîtrisé, tu as utilisé les calf kicks, en veux-tu en voilà à foison. On a vu la patte City Kickboxing. Une projection du haut du corps bien judo. Un coup d'eau clinch que j'ai adoré, ton coup d'eau clinch, et tu nous en avais parlé dans les interviews d'avant combat. Et puis cette finition, tu fais ta projection depuis le haut du corps, donc tu es hyper bien placé dans le dos et la soumission se fait assez tranquillement sur le vétéran irlandais ancien du Bellator. Ton feeling, Kevin, on est moins de 2 jours après ce combat. Comment t'as vécu ces débuts à l'UFC et un feeling sur ta performance globale? Ouais, écoute, plutôt satisfait dans l'ensemble. Clairement, avoir premier combat avec une belle victoire au premier round, ça fait toujours plaisir. Pas de blessure, rien de tout ça, donc c'est toujours une belle chose. Et je pense que j'ai fait une belle impression pour mon premier combat sur une grosse carte. Donc c'est une bonne manière d'entamer ma carrière à l'UFC. On en a parlé assez dans nos interviews, Kevin. C'est quelque chose que tu visais depuis longtemps de rentrer à l'UFC. On rappelle, tu étais double champion à HEX, organisation régionale en Océanie, dans laquelle Adesanya avait été champion lui aussi avant d'arriver à l'UFC. Ça t'a fait quoi quand t'es arrivé? Alors, t'étais en early prelim, donc la salle t'étais dans le premier combat, donc la salle était vraiment pas remplie. Mais ça t'a fait quoi de rentrer à l'UFC, tu vois, d'aller vers l'octogone et de dire ça y est, on y est quoi? C'est quoi, franchement, je pensais que j'allais stresser un peu plus et tout ça, vu que c'était un moment, bien entendu, que j'ai attendu depuis un long moment. Mais au final,
Pas du tout, je me suis senti très à l'aise, très relax et tout ça. Et même à l'échauffement, j'étais assez cool et je pense que ça s'est ressenti sur mon combat. J'étais assez à l'aise de pouvoir exécuter le game plan et du coup ça a payé sur le résultat quoi. Donc tant mieux. C'est parfait, j'aurais pas pu demander mieux. Ouais, super. Bah justement, en plus, belle transition parce que je voulais entrer dans le vif du sujet, parler un peu du game plan. Toi, on sait que tu viens du judo, et que tu as une ceinture noire en judo. C'était quoi du coup? Est-ce que c'était de commencer tranquillement debout et d'échanger avec lui, ou alors il y avait une dimension où on va d'abord un petit peu l'affaiblir au niveau de ses appuis et dès que possible l'amener au sol et le soumettre? Non, bah écoute, ouais, je viens du judo de base, mais bon, ça fait quand même plusieurs années maintenant que je bosse sur mon pied-point. J'ai un style un petit peu à part entière en striking qui peut être un petit peu moins impressionnant quand tu regardes si tu es un expert, où je peux être un peu, comment dirais-je, moins souple et tout ça que certaines personnes, mais je sais utiliser mes capacités physiques très bien et mon allonge très bien. Du coup, je me sens très à l'aise en pied-point et le but c'était d'utiliser mon allonge contre ce mec qui était plus petit que moi. Je savais que c'était le genre de combattant très agressif qui aime bien envoyer des crochets assez larges et tout ça. Du coup, utiliser mon allonge, rester assez loin pour pas prendre de coups stupides et prendre des dommages en début de combat. Et utiliser mes low kicks pour le ralentir. Et éventuellement, s'il venait trop proche, l'amener au sol et pourquoi pas travailler au sol, mais c'était pas forcément la priorité. Et ouais, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, une fois que je maîtrisais bien la partie debout, c'est lui qui a tenté de m'amener au sol. Et du coup, bah, j'ai pris avantage de la situation et j'ai pu réussir à terminer le combat au sol assez rapidement. Donc tant mieux. Baba, on notait quand je résumais le combat de Kevin avant la première question, on notait, j'ai vu que tu avais fait le petit signe de tête, ce coude au clinch qu'il met à un moment. Je pense que ça peut être une des forces de Kevin parce qu'ils vont tous savoir qu'il a ses projections au clinch parce qu'il vient du judo et qu'il peut t'envoyer au sol et te faire valdinguer. D'ailleurs, c'est son surnom Jousset parce qu'il fait valdinguer les mecs. Ouais. Et là, tu peux mettre le danger du coude, quoi. Tu peux nous expliquer ça un peu, Baba? Ouais, exactement. En fait, c'est parti du clinch qui a duré un certain temps, j'ai plus, mais bon, ça doit être une vingtaine de secondes sur cette séquence, probablement. Et forcément, l'adversaire en face, parce que l'UFC, c'est toujours mettre un peu les combattants dans des cases. Hein. Donc, quand tu rentres à l'introduction depuis plusieurs semaines, où on te dit que là, c'est un judo black belt, forcément, ça rentre dans la tête du camp d'en face. Et forcément, ils ont dû le travailler en se disant, si jamais ils sont proches, il faudra faire attention, sinon on va te faire voler. Et donc, il n'avait pas les mains en l'air, et ça a été parfaitement exploité sur le coup de coude retourné, c'était impeccable. Et, donc ouais, c'est une belle arme parce que du coup, ça va dissuader les combattants de travailler assez librement au clinch. Même si là, comme il l'explique très bien, Kevin, la soumission, enfin l'amener au sol et la soumission, c'est plus de l'opportunisme. Ça a une superbe réaction sur le coup, bravo. Parce que ça a été très très vite. Du moment où il y a la projection à la soumission, il n'y a rien. Quoi. Il y a même pas. Même pas, tu vois. Donc c'est vraiment bien. Ça, je pense que ça amène une dimension psychologique où l'adversaire il a plusieurs choses à se méfier et c'est tant mieux. Kevin, un petit mot juste sur ce coup de clinch dont on parlait. C'est une arme que tu aimes développer et que tu sens qu'il y a du potentiel par rapport à tout ce qu'on disait là? Non, carrément. Vous avez tout expliqué ça parfaitement. C'est exactement ça. C'est que souvent les gens... ils ont peur de mes hanches dans un sens avec mes techniques de judo. J'utilise mes hanches assez librement et efficacement. Du coup, les gens descendent leurs mains pour me repousser, entre guillemets. Et du coup, bah, ça ouvre d'autres choses, dont les coups de coude, les coups de genoux, et ce genre de choses. Et voilà, du coup, bah, j'ai juste saisi l'opportunité. J'ai vu qu'il était ouvert. Le coup de coude est passé très très bien. Et ouais, c'est des choses que je bosse ça à l'entraînement très régulièrement. J'utilise toujours les coudes d'hier en sparring. Et c'est des choses que, voilà, c'est juste automatique maintenant pour moi dans ces positions. Je vois quand les coups de coude sont disponibles. Et les coups de coude, je trouve que c'est pas assez utilisé en MMA. Je pense qu'il y a beaucoup de dégâts à faire avec les coudes et avec les genoux. C'est quand même des armes où on n'a pas du coup les gants, donc tu peux faire des gros dégâts et malheureusement il y a peu de personnes qui savent les utiliser, mais ouais, c'est des choses que j'utilise énormément et ça coïncide très très bien avec mes takedowns de judo, donc
Donc ouais, c'est super pour moi. Kevin, quand est-ce qu'on peut te revoir dans la cage? Enfin, on le disait, tu n'as pas pris beaucoup de coups, tu sors plutôt intact de cette victoire sur Kiefer Crosby. Tu m'avais dit que tu avais envie d'être actif à l'UFC. Il y a déjà eu des discussions, tu as déjà dit au manager on remonte très vite? Ah oui, clairement. Mon manager, dès que mon combat était terminé, je le dis direct avant la fin de l'année. Je veux un combat et j'ai croisé Dana White aussi à la fin de la soirée et Hunter, du coup les deux mecs principaux de l'UFC. Je leur ai dit avant la fin de l'année, on remet ça. Donc ils m'ont dit ouais, carrément, félicitations. En plus avec l'UFC qui arrive en France, très de mieux en mieux et tout ça, qui se développe en France, ça va être de mieux en mieux pour toi. Et ils ont dit qu'ils avaient hâte de me revoir à la fin de l'année. Donc clairement, novembre, décembre, je serai de retour dans la cage. Je ne sais pas encore contre qui et quand exactement, mais ouais, ça va arriver incessamment sous peu. Et puis tu sais déjà que l'UFC Paris a une place pour toi, je pense. La prochaine édition dans quelques mois, c'est évident qu'on voudra te voir ici. Et puis Baba, il a compris comment marchait le game, notre Kevin. T'as vu en conf de presse? Ouais, bah, ça parle sur Yann Gary, ça répond au tweet de McGregor. Même dans la cage, directement, ouais, le call-out sur Yann Gary, c'est très bien, il faut le faire. Maintenant, ouais, Yann, il a plusieurs combats dans l'organisation, donc on sait très bien qu'il va dire qu'il regarde pas derrière, etc. Et on peut le comprendre. Mais c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que ça fonctionne le game aujourd'hui. Il faut faire du name dropping, il faut lâcher des noms, il faut rester voilà. Quitte à ce qu'il soit pas réalisable tout de suite. Exactement, c'est pas réalisable, mais tu rentres dans la tête un petit peu du mec là-bas. Ok, il y a un mec là qui m'a calotte, qui a combattu en Australie, vas-y, on verra ce que ça donne dans un an, tu vois. Et puis comme je disais, il a répondu à Conor McGregor pour préciser, c'est qu'il y a eu un tweet de Conor McGregor sur ton adversaire, donc voilà, Conor regardait ton combat, Kevin, donc voilà, c'est toujours sympa. C'est des choses que tu avais prévues, le call-out Yann Gary et tout, c'est voilà, comme on disait, Kevin, tu sais comment marche le game, tu l'as compris? Exactement, c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et comme tu viens de dire, je sais comment marche le game. J'ai la chance de côtoyer au quotidien des gens qui savent jouer le jeu avec les règles du jeu très intelligemment, dont Easy, tout ça. Et les années précédentes, j'ai appris comment le game fonctionnait. Et je sais que gagner ces combats, c'est la chose la plus importante. Mais les call-outs, les interviews avant, les interviews après, c'est des choses très importantes si tu veux aller loin dans ta carrière. Et ouais, bien sûr, je savais avant le combat que j'allais call-out Yann Gary. Il y a plusieurs raisons. D'abord, le match-up, il m'intéresse. C'est l'un des meilleurs mondiaux actuellement. Je ne sais pas son classement, mais je crois qu'il est dans le top 15, dans le top 10 mondial. Donc voilà, le but, c'est d'aller au bout d'une façon ou d'une autre et essayer de combattre des mecs très bons. Et voilà, c'est un Irlandais, je viens de combattre un Irlandais, je savais que Conor regardait et que les Irlandais regardaient du fait de mon adversaire. Donc voilà, le call-out devait prendre du sens. Comme vous avez dit précédemment, ça ne veut pas dire que le combat va se passer directement, parce que voilà, il a peut-être d'autres mecs à se soucier pour le moment. Mais c'est des combats, ça met du temps à se construire. Le jour où le combat il arrive, ça fera un combat encore plus gros, ce qui est encore mieux pour tout le monde. Donc voilà, on va dire que je construis mes futurs gros combats dès maintenant. Ouais, il a bien compris le game. Hein, ça, ouais, c'est clair. Ça aide mais ça aide, comme il dit, d'être avec Israël, avec Volkanovski. Il est de la même équipe de management. C'est les gens qui ont compris comment ça marchait. Et c'est bien d'avoir ça aussi. Un petit mot, Kevin, on va te faire un petit mot quand même sur Israël, Adesanya, puisqu'on va débriefer ce combat, mais on va te libérer, te laisser tranquille et te reposer et profiter de cette belle victoire. Mais c'est ton coéquipier, on l'a dit aussi, City Kickboxing. Ça fait plusieurs années. Tu m'avais dit que tu l'as rencontré en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plus de 5 ans que tu le côtoies. Aujourd'hui, vous êtes des amis proches, tu me disais. Comment il l'a vécu? Comment voilà, vous avez été ensemble après son combat pour l'after party entre guillemets. Comment il a vécu ça? Comment il était? Parce que quand on le voit sur les réseaux sociaux, moi je disais en off avant l'émission pour tout te dire, j'ai l'impression qu'il est très détaché, j'avais l'impression qu'il s'en fichait un peu d'avoir perdu la ceinture sur les quelques vidéos qu'il a mis. Comment t'as senti toi, Izzy? Et puis au-delà de ça, comment t'as jugé son combat et sa performance? Ouais, bah écoute, non, il s'en fiche pas du tout, ça lui fait mal au cœur, mais Izzy est très bon dans le sens où il arrive à se détacher
ses défaites, mais aussi de ses victoires. Il se rend compte que c'est un sport et que gagner ou perdre, ça arrive à tout le monde. Et c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça, on gagne et on perd. Et ça ne change pas le fait que ça reste un très bon athlète et que voilà, il a eu une mauvaise performance ce jour-là. Clairement, c'était sûrement l'un des combats les plus mauvais de sa carrière. Il n'a pas réussi à être présent le jour J. Je pense que le 1-2 que Strickland lui a mis à la fin du premier round a fait des gros dégâts. Et ensuite, sur les 4 rounds restants, il n'a jamais réussi à vraiment récupérer et à reprendre le devant par la suite. Et ça s'est vu. Il était assez lent par rapport à ses combats précédents, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je connais Izzy, je sais qu'il va revenir à l'entraînement rapidement et espérons qu'il a un rematch, une revanche, pardon, dans les mois suivants et qu'il arrive à reconquérir sa ceinture pour la 3e fois du coup. On verra ce qui se passe pour lui, mais je sais qu'il va se relever. Mais l'état d'esprit, par contre, voilà, bien sûr, il était déçu, mais ce qui est marrant avec Izzy quand il perd, bon, même si c'est très peu souvent, mais par exemple quand il a perdu à New York ou quand là il a perdu hier soir, c'est que c'est le moins touché. Contrairement à ses amis, sa famille et tout ça, où tout le monde est très déçu et tu vois tout le monde avec les larmes aux yeux et tout ça, et Izzy c'est le mec qui te réconforte et qui te dit vous inquiétez pas, c'est rien, je vais bien, je vais regagner la prochaine fois, c'est le jeu, ça arrive, et tout ce genre de choses. Donc au final il rassure tout le monde, il montre à tout le monde qu'il va bien, et ensuite l'ambiance redevient assez bien immédiatement. Donc non, c'est tout bon, l'équipe va bien, il va bien. Et on va revenir encore plus fort la prochaine fois. Et puis il y avait quand même des victoires du City Kickboxing. On rappelle, ils étaient 6 sur la carte, sur 12 combats. Donc il y avait notamment la tienne. Donc il y avait des choses à fêter. Et on vous fait confiance pour aussi. Et je sais qu'il vous a sans doute félicité fort, Israël, parce qu'il était content pour toi, je le suppose. Ouais, non, carrément. Il était très content pour moi. Il m'a félicité. Il m'a dit qu'il n'était pas surpris et tout ça. Et qu'il avait hâte de me revoir combattre et que c'était que le début. Donc ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre ça de sa part. Mais ouais, c'est sûr. Bon, j'étais déçu de le voir perdre et c'était un petit peu plus dur de célébrer du coup quand tout le monde n'a pas gagné sur le même jour. Mais bon, voilà, c'est le sport, ça arrive, on peut pas toujours gagner. Merci beaucoup Kevin en tout cas pour tes quelques mots et pour ce petit débrief de ton combat. Donc ta première victoire à l'UFC, c'était contre Kiefer Crosby samedi à l'UFC 293 et on a déjà hâte de te revoir. À très bientôt Kevin, à bientôt. Merci Kevin, à bientôt. Merci beaucoup, à plus. Ciao. Ciao. C'est cool, j'aime bien son histoire, Kevin. Il y a un côté fraîcheur, tu vois, on s'y attendait pas, il débarque comme ça. Il y a une histoire à part qui est unique dans le MMA français. Ouais, c'est clair. Par sa trajectoire, je trouve ça sympa. De l'autre côté, alors que là, ça explose en France, lui, il a pris un chemin bien plus long, bien plus différent, mais regarde aujourd'hui. Et au final, tu vois, les chemins se recoupent. Et puis, dernière réflexion qu'on avait, ils doivent en avoir marre, le MMA irlandais de nous. Ah oui, c'est clair. Dédicace à Taylor Lapillus qui a refroidi le crâne la semaine dernière à Paris, mais je crois qu'ils en ont marre là. Ouais, non, mais c'est clair que là, c'est bien, ça s'est inversé, c'est tant mieux. Exactement. On se souvient des époques où c'était là, quand on fallait aller se battre chez eux, c'était l'inverse. Tu vois, un canon pour eux maintenant. Voilà. Oh que oui. Bon, focus sur le main event, Baba. Yes. Donc, ce choc, ce tremblement de terre, Sean Strickland. Et on vit dans un monde, Baba, où Sean Strickland est champion à l'UFC. Il nous manque plus que Covington. Exactement. Et on a la totale. On a la totale des bad guys. 49-46 x 3, les 3 juges ont donné 4 rounds à 1. Moi j'avais la même carte, t'avais quoi ? Le 3-2 est possible. J'avais probablement 3-2 ou 4-1, mais le 3-2 est possible. Les 2 et 3 sont vraiment ailleurs. Il a vraiment perdu. Les 2 et 3 sont compliqués à juger. On va dire ça. Le 1, 4-5, il n'y a aucun doute sur qui les prend. Donc Sean Strickland, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il méritait de devenir champion. Ce qu'on rappelle aussi, on casse un mythe. J'aime bien, comme je sais que vous aimez casser ces mythes au bord du ring. Le challenger n'a pas à en faire plus. C'est un combat. Quand un combat démarre de championnat, la ceinture est vacante. La ceinture, elle est vacante. Il n'y a pas à faire plus que le champion, comme on lit souvent. C'est le vainqueur du combat, il a gagné, il a la ceinture. Tout simplement. Il n'y a pas d'histoire. La boxe, elle est jugée de façon mathématique. Si tu gagnes plus de rounds, tu gagnes le combat. Point barre. Donc il n'y a pas de prime au champion. Le champion ne démarre pas le combat avec un 18.
Donc on entend trop souvent ça, donc ouais c'est bien d'avoir une plus grande plateforme pour le dire clairement. Avec Lucas on en parle tout le temps, non s'il vous plaît arrêtez avec ça, faut pas expliquer ça. C'est quelque chose qui vient d'un mauvais biais parce qu'il y a eu des combats, il y a eu des jugements maison, ça est déjà arrivé ça, où le champion il était à la maison, donc il partait avec un favoritisme de certains juges qui avaient été bien choisis, mais ça existe dans tous les sports. Mais non, comme tu l'as dit, la ceinture elle est vacante au début du combat et Sean l'a gagné proprement. Bon, comme tu le disais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le fait que Sean l'ait emporté. On va rentrer dans la technique et ce qu'a fait ce combat. Avant, juste un petit point sur le côté surprise. C'est un des plus gros upsets, c'est une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. On disait, j'ai pas les côtes exactes, on ne sait pas comment ça se comparait par rapport à d'autres surprises, mais on l'arrange dans la catégorie des Georges Saint-Pierre Matsera, Bisping contre Rockhold, Holly Holm contre Ronda Rousey pour l'époque, c'était fou. Juliana Peña qui bat Amanda Nunes récemment. On peut même mettre Grasso et Shevchenko. Aussi. On est dans ce type de surprise là. C'est marrant d'ailleurs, tu le disais, c'était en Australie 293. Le 193, sans numéro avant, était en Australie et c'était Rousey Holm avec une des plus grosses surprises. On les range là-dedans, hein, Baba. Bien sûr, c'est un énorme upset. Il faut pas minimiser. Si tu prends 10 personnes qui suivent l'UFC régulièrement, si tu trouves une personne qui me dit, ouais, tu vas trouver une personne qui va te dire que Strickland pouvait gagner. J'en ai vu quelques-uns dans la semaine, en tout cas sur Twitter, qui était très intelligent sur la manière d'analyser le combat, parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mais c'est un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC et du MMA. Il ne faut pas avoir peur des mots. Maintenant, il y en a eu des plus gros, bien sûr. Après, comme tu as dit, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les odds, etc. Mais maintenant, si on parle de sport, ce que Strickland il a fait, ça va rester dans les annales, clairement. Ouais. Totalement. Non, mais tu vois, c'est, comme on dit, tu n'as pas de classement, mais si tu fais un top 10 des plus grandes surprises de l'histoire, il est rentré directement. Bon, dans la technique, mon bas, donc comment il l'a gagné, puisque tu me disais comment Sean Strickland nous a fait ça? Parce que basiquement, je vais être basique, mais je sais que tu vas aller plus loin. Je t'ouvre la porte et toi, tu vas l'ouvrir pour de bon. Ouais. Il a gagné avec un 1-2, une défense basique de boxe en filichelle. Et un front kick, on est d'accord? Le type a été important là-dedans, donc il faut bien le mentionner. On est d'accord? Mais bien sûr, il est venu avec ses armes, tout le monde savait ce qu'il a. C'est quelque chose pour lequel, moi, le premier, j'ai été un moqueur, il n'y a pas de souci, hein, surtout quand il a perdu contre Pereira. Mais c'est avec ça qu'il a gagné. Le truc, c'est qu'il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est ce qu'il a fait dans ce combat-là. Il a été très bien préparé par son coach, encore une fois. Son nom, il revient encore, Eric Nicksick. À un moment, il va falloir commencer à se poser la question de sa place dans les coachs, au moins cette année, si ce n'est pas dans les 3-4 dernières années. Tu as fait très bien de le noter. Ouais. Mais il a été très très bien préparé dans le sens où il a su exploiter les faiblesses d'Izzy. Les faiblesses qui sont dans la cage depuis un certain temps, depuis qu'il arrive à l'UFC, sauf que d'autres combattants n'ont pas réussi à les exploiter aussi bien. D'autres combattants qu'on attendait, comme Paulo Costa par exemple, qui n'a pas su le faire, ou un canonnier qui aurait peut-être pu avancer un peu plus ou mettre plus de pression. Mais voilà, là... Donc c'est cette pression, là dont tu parles aussi, c'est ce côté dont on savait, comme tu dis, il n'y a aucune surprise. On sait comment il boxe Strickland. On sait qu'il avance en ligne. Ouais. Il avance en ligne, c'est les prérequis. Il avance en ligne, il envoie des 1-2 et il utilise bien son front kick des deux jambes. Le truc, c'est qu'il a mieux coupé la cage que ce que j'attendais, moi. En tout cas, Strickland, il a réussi à couper la route d'Izzy plusieurs fois. Surtout que couper la route d'Izzy, c'est pas si compliqué, entre guillemets, dans le sens où Izzy fait souvent les mêmes déplacements latéraux. Il le fait bien, certes, mais c'est pas non plus un footwork qu'on a pu voir sur d'autres combattants de l'UFC avant. Donc, il a très bien fait. Strickland l'a très bien fait. Et puis, surtout, il avait bien prévu que Izzy, il envoie bien son crochet du gauche quand il est bien planté sur ses appuis. Strickland n'a pas laissé se planter sur ses appuis. À chaque fois, il envoyait son front kick justement pour l'empêcher. Il envoyait son jab. Il y avait toujours cette menace du jab. Et puis, il a très vite compris aussi, Strickland, que le game plan d'Izzy, c'était d'envoyer l'overhand, d'envoyer la droite par-dessus le jab de Strickland. Sauf que tu peux pas envoyer d'overhand si ton adversaire ne s'engage pas trop sur son jab. Ça va être trop compliqué. Et c'est ce que Strickland a parfaitement fait. Et derrière, Izzy ne trouve pas la solution. Il ne trouve pas la solution, il n'a pas de plan B. Et le plan B, peut-être, ou le plan A bis, c'était d'envoyer les low kicks, parce qu'il envoie toujours des très bons low kicks. Izzy, il en envoyait, mais c'était bloqué souvent. Et ça, c'est au mettre au crédit de Strickland, qui savait qu'il y aurait des low kicks qui viendraient. Il a beaucoup bloqué les jambes. Il a très bien géré, en tout cas, les jambes d'Izzy. Et à partir de là, quand tu retires ça à Izzy, et qu'il n'arrive pas à te toucher, Strickland a beaucoup limité Izzy. Je ne sais plus, à partir du 3e round, je crois, je regardais, mais de toute façon, je crois qu'Izzy n'arrive pas à rentrer plus de 20 coups par round. Il ne le touche pas plus de 20 fois.
Et ouais, donc quand tu limites Izzy, il a besoin de lire, d'avoir des lectures, de te toucher, de te feinter. Et si tu surréagis pas, s'il n'arrive pas à te toucher derrière pour gérer sa distance, Ça devient compliqué. ça devient compliqué et il n'avait pas de plan B. Et puis, faut le noter, parce qu'on a assez noté, et ça reste un coach de qualité, Eugene Berman, le coach du City Kickboxing, qui est le coach de Kevin Jousset qu'on avait auparavant. Mais quand il fait la course de presse, puisque Israël a donné le micro à Eugene Berman, a dit « Moi, j'ai pas envie de parler, je vais rejoindre mes potes, je vais oublier ça, je vais voir ma famille, je laisse Eugene devant les caméras du monde expliquer. » Et Eugene Berman dit « J'ai pas su m'adapter. On n'a pas su s'adapter, on n'avait pas de plan B, comme tu disais, alors que Strickland a fait du Strickland. Enfin, il a rien révolutionné, il est venu, il a fait ce qu'il savait faire, tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure là. C'est quand même pour le coup, c'est un petit coup de moins bien pour Eugene Berman là, parce que t'as pas su adapter à un truc qui a pas changé en fait. C'est inquiétant. Ouais. On va pas se mentir, c'est vraiment inquiétant parce que encore une fois, on sait ce que l'adversaire en face il amène. On sait très bien, donc tu sais ce que tu dois préparer. Et ça se prépare de plusieurs manières. Un adversaire qui avance comme ça, il y a plusieurs manières de l'attaquer ou de le contrer ou de mener le combat. Donc si tu avais juste prévu, encore une fois, cet overhand droit, c'est pas... Et en plus que derrière, tu nous expliques que tu n'arrivais pas à trouver les ajustements, mais en même temps, les ajustements, il n'y avait pas autre chose. Strickland, il n'a pas proposé autre chose que ce qu'il fait d'habitude. S'il avait, sachant que Strickland l'a dit lui-même, son game plan à la base, c'était de lutter. Il n'a même pas lutté, il n'a pas essayé de lutter, il est juste resté en face, il a vu que ça fonctionnait, donc il a continué. Donc ce que dit Berman, c'est hyper inquiétant, et à mettre en contraste justement avec ce que dit Strickland, qui est terrible en post-conf, où il dit j'envoyais des coups, les coups qu'on m'envoyait Izzy, j'avais l'impression que j'avais un amateur en face. C'est terrible quand même. Tu vois, quand tu mets les deux en balance, tu dis ah ouais. Et puis quand tu sais qu'il est Izzy quand même dans le pied-point, tu vois d'où il vient, tu vois. Et le pire, c'est que le combat ne fait même pas mentir Strickland. Non. C'est ce qu'on a vu. Tu voudrais dire, mais là, il abuse. Mais le combat ne le fait pas mentir. Il est off pour toi? Il a une soirée off? Tu vois, il a une soirée sans Adesanya? Non, pour moi, c'est pas une soirée. Ou ce que tu as dit, c'est aussi tous les défauts qu'on lui a vus en fait sur ses derniers combats. On rappelle, sur les 7 derniers, il est qu'à 4-3. C'est pour ça. Il a 3 défaites. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est sa 3e défaite. C'est la 2e cette année. Donc c'est la 2e fois qu'il perd sa ceinture cette année. D'ailleurs, il paraît que c'est un nouveau record de perdre 2 fois sa ceinture de l'UFC dans la même année. Non, mais New York, c'était en novembre. L'année d'avant. Ouais, donc on va dire sur une année glissante. Voilà. En tout cas, non, pour moi, c'est pas une soirée off. Ça fait déjà quelques temps qu'il est, il est tout simplement, il a été trop complaisant. Il est trop resté dans son style outfighter. Je reste à distance, je peux absorber, je t'envoie des low kicks, tu vois, et puis dès que je peux, je vais te contrer avec ma droite. Et à la limite, tu comprends parce que ça a marché. Ça a marché. Ouais. Ça a marché avec tous les challengers qu'il a eu. Il a nettoyé la KT comme ça. Voilà, il y a que 2 combattants qui l'ont vraiment sorti de sa zone de confort. T'as eu Whittaker, où quand il prend la ceinture contre Whittaker, il est très agressif, mais déjà dans le 2e combat, il retourne un petit peu dans ce style-là, alors que dans les 2 premiers rounds du 2e combat contre Whittaker, il a du succès en avançant, en étant agressif. Et Pereira, bien sûr. Pereira, sur les 2 combats qu'ils ont fait à l'UFC, Izzy a eu un style un peu différent, même si dans le premier, pareil, à partir du 3e, il a commencé à trop reculer en ligne. Il est retourné dans ce style-là, justement, où il recule, il envoie des low kicks, et puis... il se fait cadrer beaucoup trop facilement. Par contre, dans le 2e, il a décidé d'avancer sur Poatan. En tout cas, le premier round. Ça a donné un round un peu plus compliqué pour Poatan. Sur le 2e, par contre, même s'il gagne par KO, la séquence où Izzy met KO Poatan, c'est parce que Poatan reste trop longtemps. On l'a dit, de toute façon, on avait débriefé. Il reste trop longtemps dans la poche et il envoie un peu trop de coups, suffisamment en tout cas pour que Izzy arrive à timer un contre. Et c'est une erreur de Poatan parce qu'il avait déjà fait cette erreur dans le premier combat. Il s'était fait contrer dans le premier round à cause de ça. Il doit ressortir plus tôt. Ouais. Donc ça, c'est son erreur. Mais si on reprend la séquence d'avant, en tout cas, les 20-30 secondes qui précèdent le KO, Poatan, il est en train de faire mal à Izzy, il est en train de les low kick fonctionnent et il arrive à le cadrer parfaitement. Et donc, pour moi, c'est un problème. Il est resté comme ça. C'est de la complaisance. Il est resté dans son style. Personne ne l'a mis en danger. Donc, il n'a pas cherché à évoluer. Et quand tu n'évolues pas dans ce game, t'es mort. Et je pense que tu as raison dans ce que tu disais. Je pense que son équipe est une nouvelle fois shout out à Eric Nixik et à toute la team d'Extrême Couture parce qu'ils avaient noté les mauvaises habitudes d'Izzy. Ça se voit sur des séquences. Moi, j'ai une séquence dans le 2e là où il utilisait déjà pas mal son front kick. Il feinte le front kick. Strickland feinte le front kick. Il arrive à cutter bien la cage, un petit jab, il se décale avec son pas de côté, il peut éviter la droite directe d'Izzy, et en changeant de niveau pour mettre son bras arrière, il évite le crochet gauche d'Izzy qui est
un peu téléphoné maintenant, on sait qu'il sort comme ça. Il sait qu'il va te Et prendre. lui-même peut sortir avec un crochet gauche lui-même. C'est ça. Tu te dis, ils ont étudié et ils ont fait parfaitement ce qu'il fallait faire. Ils ont fait ça comme il fallait, sachant que Nixic, toute la semaine, il a été très transparent. Lui, dans toutes les interviews, il disait on a une tâche super compliquée à accomplir. Il est meilleur que nous, mais on a des fenêtres, on a des petites fenêtres de tir que nous, on devra exploiter à 100%, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que tu arrives à faire. Je dis souvent à mes élèves que le meilleur combattant, c'est pas le plus talentueux, c'est celui qui arrive le plus proche des 100% de ce qu'il est capable de faire. Strickland, c'est quelqu'un qui fait 101% de ce qu'il est capable de faire. Et Izzy était loin des 100%. Et Izzy, il était très très loin de ce qu'il est capable de faire normalement. Et c'est très dommage parce que voilà, il faut pour inverser. Tu vas pouvoir inverser la tendance si tu lui donnes une revanche immédiate. Avec le combat qui vient de se passer, avec le petit feu que ça va t'allumer, le fait d'avoir perdu, que c'est un peu humiliant. Ouais, tu vas faire des ajustements pour ce combattant-là, pour ce combat et gagner. Mais c'est des ajustements déjà que tu aurais dû faire après la première défaite contre Poatan. Déjà, tu vois. À plus long terme, tu aurais dû les faire. À plus long terme, mais dire, ok, à partir de maintenant, on sait que quand il est plus agressif, quand il avance et qu'il envoie ses combinaisons, c'est là où il est le meilleur. On rappelle, il se fait mettre knockdown au premier round, on l'a pas dit, donc il se fait mettre au sol sur un 1-2 de Strickland, avec le bras arrière le touche bien. D'ailleurs, parenthèse, très bien arbitré, parce que Adesanya fait un signe alors qu'il prend un barrage de coups contre la cage, il fait un signe à l'arbitre, juste un petit signe pour lui dire t'inquiète, ça va. Donc très bien arbitré de ne pas arrêter à ce moment-là. C'est la fin du round, donc il est un peu sauvé par le gong, entre guillemets, même s'il s'était déjà échappé juste avant. Kevin nous disait tout à l'heure, moi je l'avais noté le knockdown, mais t'as entendu ce qu'a dit Kevin? Il dit après le knockdown, il est plus là. Il est plus pareil, ouais. On a peut-être même sous-estimé un peu en fait l'effet de ce knockdown sur la suite du combat là. C'est probable. Il faut pas occulter le fait que quand tu prends, ça aurait probablement mis KO la plupart des gens. C'est probable, tu vois. C'était une très belle droite, bien rentrée, pile sur le menton, donc qu'il ait survécu, il y a pas de problème. Et forcément, au moins le round de derrière, il devait être encore un peu dans le gaz. Et ça, je le prends en compte et il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il dit qu'il était dans le gaz tout le combat, moi je le croirais. Et Strickland prend confiance lui avec ça. Lui, il peut continuer à Ah. avancer. Mais quand on analyse en tout cas le dynamisme du combat, la dynamique du combat, ben ça reste en tout cas que ça reste la même analyse. Ça reste que Izzy, il n'a pas su inverser cette tendance. Il n'a pas su inverser la tendance. Il a fait des choses qui m'ont laissé croire, en tout cas dans le troisième, dans le quatrième, qu'il avait retrouvé de la lucidité, parce qu'il arrive à prendre au moins un de ces deux rounds, si c'est pas les deux. Mais terminer après, comme l'a si bien dit mon acolyte Lucas Bourdon qui présente le podcast au bord du ring avec moi, comme il a si bien dit, si tu termines le combat que tu es en train de perdre et que le momentum en plus il est dans le coin de ton adversaire depuis le départ, si tu termines comme si tu étais un champion du stadium Raja Damnern à Bangkok et que tu gères comme si tu étais en avance, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Et elle est pas terrible Moi je l'ai trouvé terrible la séquence de fin. Les 30 dernières secondes où Strickland baisse les mains, l'harangue et lui dit, et l'autre il recule, t'as l'impression que même si il est plus là, quoi. Il a perdu, il recule et il lui dit viens, il lui dit je suis là, j'avance sur toi et t'es censé être meilleur que moi là. C'est ça. Dans cette distance-là, bah vas-y, touche-moi. Et Izzy recule. Il recule, il attend la fin. T'es devant, t'es halluciné. En plus, tu sens tu sais que Strickland va prendre la ceinture, c'est la toute fin du combat, on le savait tous devant le combat. Ouais. Et il y a un côté tristesse dans cette séquence de fin pour Adesanya en tout cas. Ouais, c'est un peu, ça donne une impression de ok, bon celui-là je l'ai perdu, tu vois. Je reviendrai plus fort. Mais de toute façon, on y reviendra après fin du combat. Mais vu comment tu perds, ouais, t'as de la chance d'être dans les petits papiers de Dana, parce que. On va passer à la suite pour Strickland et pour Adesanya. Juste le dernier point technique que je voulais soulever, j'en ai parlé, c'était le Philly Shell. Parce que c'est un truc vraiment à l'ancienne. Donc pour expliquer, comme on est en vidéo, on va pouvoir expliquer aux gens. Mais en gros, ton bras avant. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Baba, c'est toi ma caution. Ouais. Ton bras avant, il traverse le corps, entre le nombril et le torse, donc le gant est collé de l'autre côté. Ton bras arrière, lui, il est près de ta tête, et ça va te permettre d'éviter des deux côtés, monter l'épaule pour éviter les coups par là, pour les bloquer, et les faire rouler avec ton gant de l'autre côté. En fait, l'épaule avant va te permettre de rouler justement, faire rouler la droite. La gauche, de l'autre côté, tu vas pouvoir bloquer la gauche si tu es dans la même garde, hein, bien sûr. Si on est tout droitier, tu vas pouvoir bloquer les jabs ou les esquiver, et accompagner la droite après derrière pour pouvoir contrer. C'est ce que Floyd Mayweather a popularisé, mais avant lui, tu as eu James Toney et plein d'autres. Bernard Hopkins, il y a eu des grosses séquences de Philly Shell. C'est une vieille technique de boxe. Mayweather, à un moment, ils appelaient même parce qu'il y avait T'as des différences avec le shoulder roll. Mayweather, il y avait plus de footwork aussi pour sortir. Mais à un moment, on l'appelait le Mayweather Shell. On l'appelait Mayweather Shell, c'est parce que lui, il le faisait de façon différente. Et je le dis tout le temps, encore une fois, à mes élèves aussi, que j'en vois qui viennent à la salle au bout de 2 mois et qui commencent avec du Philly Shell. Je leur dis, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Floyd Mayweather, il avait des qualités athlétiques que
la plupart du commun des mortels n'ont pas. Hein. Attention, ce qu'il arrivait à faire, à esquiver, son sens de l'anticipation faisait que sa défense était efficace. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Là, Sean Strickland, il arrive à le faire. Il y a Bobby Green qui le fait à l'UFC aussi, avec peut-être moins de succès en tout cas. Mais c'est marrant parce que on peut simplifier la chose au maximum, et c'est ce que Poatan a fait. Il a simplifié la chose au maximum. Il avait quelqu'un en face de lui qui avait le menton à la fenêtre, qui s'attendait à défendre comme ça. Poatan, il a fait ce que tout kicker aurait fait. En tout cas, c'est un plan A ou un plan B. C'est viser le corps pour faire baisser les mains. Ça a pris 1 minute 30 à Poatan. Basique, efficace. Jab au corps, hop, tu remontes au crochet à la tête et merci, au revoir. Maintenant, Izzy a pris une route différente, mais c'est pas parce qu'on a vu ça hier et que ça a fonctionné contre le champion que c'est quelque chose à démocratiser et que ça fonctionnera avec tout le monde. Ça fonctionne avec Izzy parce qu'il a un style particulier, mais je suis persuadé que tu mets un Duplessis en face, ça peut être dangereux pour Strickland. Ouais, tout à fait. T'as raison, ce Philichel pour les 1-2 notamment d'Izzy, il est parfait en fait. Il est parfait pour défendre. Et bon, vous l'avez entendu, ceux qui nous écoutent en podcast, donc vous pouvez aller voir la version YouTube pour voir ma piètre imitation du Philichel. Voilà, si vous voulez voir une démonstration, c'est sur YouTube. On passe à la suite. Ouais. Tu le disais là, tu as ouvert la porte. On rappelle, il ne devait pas avoir ce combat. Hein. C'est Dricus Duplessis, on rappelle, début juillet à Las Vegas, qui bat Robert Whittaker derrière, face à face dans l'octogone, avec les bonnes insultes qui vont bien de la part d'Adesanya, qui joue la carte raciale et africaine sur laquelle avait joué Duplessis au départ. C'était trop court pour Duplessis, qui a dit je peux pas le prendre le combat, je suis sorti avec quand même quelques coups de Whittaker. On avait Jared Cannonier qui a battu Sean Strickland, je le rappelais, en décembre dernier, décision partagée, mais une victoire pour Jared, qui était le remplaçant en Australie là, qui a fait le poids pour ce combat-là, donc il peut être légitime en étant le dernier à avoir battu Strickland. On a un Chimaev Costa qui arrive aussi. En octobre à Abu Dhabi. Si Chimaev roule sur Costa, je pense qu'il peut être dans les prétendants, s'il lui roule dessus de fou. Moi, franchement, j'ai pas envie de voir Adesanya 2 là, tout de suite. Contrairement à la défaite contre Poatan où il domine et il se fait mettre KO, là il domine pas. Il a été battu pendant 5 rounds, il a été battu, enfin même si on peut lui en donner 1 ou 2, il a été battu par Sean Strickland. Et j'ai envie qu'il retourne un peu au charbon, entre guillemets, avant qu'on lui redonne sa chance, cette fois-là en tout cas, à Adesanya. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour le coup, je la donnerais même plus à Cannonier qu'à Duplessis, pour l'histoire là. Moi je suis 100% d'accord. Encore une fois, tu prends son palmarès sur les 7 derniers combats, c'est 4-3. Il perd 2 fois la ceinture sur une année glissante. La première, tu as une rivalité historique avec le mec. Le combat, en plus, c'est toujours très bon de les voir les deux combattre. Et puis, il dominait, il perd. Donc, là, tu te dis, le rematch, il a du sens. Maintenant, quand tu te fais dominer comme ça, tu vois, tout le monde dit, tu perds par KO contre Strickland. C'est un combattant en face de toi. Il t'a mis KO. Là, il t'a dominé, il t'a pris 4 rounds sur les 5. C'est ce que toi, tu fais normalement. Il n'y a pas de Lucky Punch ou rien du tout, là. Moi, moi, j'aimerais bien voir Izzy redevenir un contender, entre guillemets. Je suis d'accord. Il a un rival. Il y a un mec qui est là. Moi, c'est pour ça que je te dis, on fait Strickland, Cannonier, et Duplessis, Adesanya. On règle cette rivalité, en fait. C'est exactement ça, sachant que derrière, tu as Costa Chimaev et que forcément, le vainqueur, il devra combattre pour le titre. Si c'est Chimaev, il va devoir combattre rapidement. Les gens sont pas prêts à Strickland Chimaev en conf de presse. Hein. Ah, ça va être quelque chose. N'importe quoi. Je pense que le niveau va voler bien bas. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ou bien haut, selon si vous aimez ce genre de choses, mais moi j'ai dit bien bas. C'est ça, moi je vais éviter, mais bon, chacun ses goûts. Mais donc on est OK, nous, sur le plan qui nous va. Ça relance. En fait, il faut relancer la division, tout simplement. La division, maintenant, elle est relancée. Et si Chimaev le marche dessus, si l'UFC le donne à Chimaev, tu peux aussi légitimement. Sachant que Dana White en conf a dit qu'il était ouvert au rematch, que la revanche pour Adesanya faisait sens pour lui. Mais après, Dana dit toujours n'importe quoi. Non, mais voilà, Dana il dit tout. Et là, nous, on a parlé en tant que fan de l'UFC, en tant qu'analyste. Maintenant, si tu regardes côté business, Dana il fera ce qu'il veut en termes de business. Et en termes de business, il a besoin d'Izzy champion. Il n'est pas content que Izzy ait perdu, ça c'est clair. De toute façon, tu le vois, hein, comme il a dit, je suis curieux de savoir ce que Izzy va dire pour justifier cette défaite. On dirait un directeur qui vient de demander pourquoi tu as été resté l'année dernière. Quoi. Donc c'est plus l'employé de l'année là. Voilà, moi je serais pas du tout surpris que ce sera tout de suite un rematch entre les deux. Mais pas du tout. Il faudra pas l'être, hein, malheureusement, c'est du business, n'oubliez pas. Et Sean Strickland, 3-0 cette année, Imavov, Magomedov. Et l'upset de l'année en prenant la ceinture à Adesanya. Il n'y a que Yann Gary qui a 3-0. C'est le combattant de l'année, Strickland, en fait. Écoute, enfin, tu vois, s'il n'y a pas de dinguerie jusqu'à la fin de l'année, là, c'est lui le combattant de l'année 2023. On dirait bien. À moins que tu fasses un Volkanovski Makhachev 2 et que Volkanovski gagne. Ouais.
Mais c'est ouf de se dire ça. Vu où il était fin 2022, comme j'ai dit dans l'intro, tu n'aurais pas misé un copec sur ce mec-là. Et il est champion, il va être combattant de l'année, ça se trouve. Et je vais te dire, c'est légitime. Vu le run qu'il fait, et personne, je ne vois pas, faut que je regarde qui sont les champions, etc. Mais personne ne fait un plus gros upset cette année. Je pense pas, en tout cas. Le Grasso Shevchenko, il est cette année? Oui, il est cette année. Ouais, il est la semaine prochaine. C'est les seuls qui se. Non, mais le 1 où il y a l'upset, il est en mars. Ouais, mais pour moi, sur la carte de Dan Jones. Moi, c'est encore plus gros parce que j'ai pas suivi toute la carrière de Grasso, mais déjà, j'ai Lucas, par exemple, qui me disait que Grasso a des chances. Donc, ouais, non. Oui, ça me paraît. Tu as raison, ça paraissait moins quand même. C'était plus possible, quoi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, l'upset était plus. C'est parce que c'était la reine et que ça faisait des 7 ou défenses, je crois, de suite. Donc, ça faisait longtemps. C'est plus dans ce sens-là. Elle a failli perdre juste avant. Donc, ouais. Et on en parlait. J'en parlais juste avant, Baba, mais on est obligé. C'est le dernier point que je suis obligé d'ouvrir. Elle a bien vieilli, cette défaite de Nassourdine Imavov en janvier. Donc on rappelle short notice, il devait affronter Kelvin Gastelum, il se blesse. Strickland, qui avait combattu un mois avant contre Cannonier, le combat dont on parlait, accepte le short notice à 5 jours du combat. Pas en moins de 84, parce qu'il ne peut pas faire le poids dans un délai si court, donc ils le font en moins de 93. Victoire par décision de Sean Strickland. Franchement, tu as l'impression... Je sais que je vais te dire une bêtise, ça va te faire sauter parce que les styles font les combats et qu'on ne peut pas dire un tel a dominé un tel, donc il dominerait un tel. Ça, c'est de la bouillabaisse dans le sport de combat. Ouais. Ça n'a aucun sens. On le voit beaucoup depuis. Donc, mais il a fait mieux qu'Adesanya. Ouais, il a fait mieux. Là, tu vois, je te titille là-dessus, mais il a fait mieux qu'Adesanya. Bien sûr qu'il a fait mieux. Factuellement, il a fait un meilleur combat, mais qu'il a perdu quand même. Déjà. Oui, à noter aussi, parce que moi, j'ai lu des dingueries depuis hier aussi. Voilà, il a perdu. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître depuis hier. Et en règle générale, chaque week-end, de toute façon, quand il y a un combattant qui gagne et qui avait battu un autre, on nous ressort, vous voyez, non mais écoutez, c'est un sport de combat. En fait, ce qu'on oublie, et c'est ce qui nous a très bien expliqué Kevin, et si Izzy est comme ça, il a 100% raison, ça reste un sport de combat. Et dans ces sports-là, ce n'est pas, c'est pas l'anglaise, où le zéro, il est protégé, construit, etc. Le MMA, le kickboxing, le Muay Thai, c'est un sport où tu vas perdre. Ce sont des sports où tu vas perdre. Maintenant, il y a comment tu perds et comment tu rebondis derrière. Qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu apprends derrière. Moi, ce qui m'intéresse, parlez-nous de ce qui a été appris. Et moi, ce que je veux, on verra comment Imavov rebondit, qu'est-ce qu'il fait derrière, comment ça va se passer, tu vois. Donc, qu'il ait perdu, ils ont tous les deux perdu contre le même adversaire. Et puis parce que tu sais, si on joue à ce jeu débile, c'est Cannonier le champion puisqu'il a battu. Voilà, exactement, tu vois ce que je veux dire. Là, on va commencer à jouer à des jeux un peu bizarres. Tous ces combattants-là le savent. La soirée, au jour J et à l'heure H, tout peut se passer. Tout peut arriver. Tu peux arriver dans des conditions différentes et faire un combat différent et perdre. Les conditions de leur combat à eux étaient différentes. C'était dans une autre catégorie de poids déjà. Ouais, totalement. Ce qui joue beaucoup. Ça joue énormément. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Le fait est que pour moi, est-ce que Nassourdine aura des chances de recombattre contre Strickland? Ça va dépendre de Nassourdine. Il faudra qu'il se remette dans la position de le combattre. Maintenant, est-ce que de son côté et du côté de son camp, de se dire on a combattu ce mec-là, on n'a pas été outrageusement dominé, on a fait des petites erreurs tactiques, sinon on aurait pu gagner, ça doit les motiver. Moi, à la place de Nassourdine, je me dirais il faut absolument que je gagne mon premier, mes 2 prochains combats et que je me remette en position de combattre ce maître et de prouver que j'étais meilleur que lui. Je suis assez d'accord, mais en tout cas, ça ouvre aussi des perspectives là-dessus. Et le petit dernier clin d'œil, quand même, on a parlé beaucoup d'Alex Pereira, mais il s'est entraîné avec Strickland dernièrement beaucoup, ils ont sparé ensemble. Il le lâche pas quand même. Il y a toujours le fantôme Pereira derrière Adesanya, c'est terrible. Trouvez-moi un hater aussi ultime que lui, et je vous donnerai de l'argent. C'est magnifique. J'espère qu'on n'en a pas, Baba. J'espère qu'on n'en a pas pour nous. Merci beaucoup pour ta présence, Baba, pour avoir débriefé cette UFC 293 et ce choc, on l'a dit. Sean Strickland est champion à l'UFC. On n'était pas prêt à se dire ça il y a quelques temps, mais c'est la réalité. Sean Strickland est champion des moins de 84 à l'UFC. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut. RMC Fighters Club.